Bonjour à tous. Je vais attaquer donc le chapitre 4, la première maison. 4 cycles de Narbondel plus tard, 4 jours, un disque bleu luisant flottait le long du chemin de pierre bordé de talophytes qui menait au portail gravé d'images d'araignées du domaine d'Ourden. Les sentinelles le virent arriver depuis les fenêtres des 2 tours extérieures et depuis la basse-cour. Il s'arrêta et resta patiemment en lévitation à 1 mètre du sol près de l'entrée. L'information parvint en quelques secondes aux membres dirigeants de la famille. Qu'est-ce que ça peut bien être demanda Brisa Zaknafein. Dina, Maya, le maître d'armes et elle s'étaient réunis sur le balcon au dernier étage. Une convocation suggéra Zak. Nous n'en saurons rien sans nous renseigner plus en avant. Il enjamba la rampe et descendit en lévitant doucement jusqu'au sol. Brisa adressa un signe à Maya et la plus jeune fille de Urden descendit elle aussi. Il porte l'emblème de la maison Benray, déclara Zach d'une voix forte après s'être approché du disque. Maya et lui ouvrirent le grand portail et l'objet entra paisiblement à l'intérieur du domaine. Benray, répéta Brisa en tournant la tête vers le couloir au bout duquel attendaient Risen et Matron Malice. On dirait qu'on vous convoque à un entretien, mère Matron, intervint Dina nerveux. Malice se dirigea vers le balcon, dûment suivi de son consort. Savent-ils pour notre assaut demanda Brisa en langage des signes. Chaque membre de la maison de Urden, noble ou du commun, se posait la même question déplaisante. La maison de Vire n'avait été éliminée que quelques jours auparavant, et il était difficile de considérer comme une coïncidence une invitation de la première mère matrone de Menzoberranzan. Toutes les maisons savent, répondit à haute voix Malice, car elle jugeait inutile de garder le silence dans les limites de son propre domaine. Mais les preuves sont-elles accablantes au point d'obliger le conseil régnant à entrer en action contre nous? Elle fixa fixement. Elle regarda fixement Brisa, et ses yeux sombres se mirent à passer de la lueur rouge de l'infravision au vert profond qu'ils arboraient sous la lumière normale. Telle est la question que nous devons nous poser. Malice sortit sur le balcon, mais Brisa agrippa le dos de ses lourdes robes noires pour l'immobiliser. Vous ne comptez pas repartir avec cette chose s'écria-t-elle. Malice répondit à cet éclat par un regard surpris. Si, bien sûr. Matron Benray ne me convoquerait pas aussi ouvertement si elle ne me voulait du mal. Même quelqu'un d'aussi puissant ne peut se permettre d'ignorer les règles de notre cité. Êtes-vous sûr que ce soit bien prudent intervint Risen avec une inquiétude réelle. Si Malice se faisait tuer, Brisa prendrait les rênes de la maison, et Risen doutait que la fille aînée souhaite la présence d'un mâle à ses côtés. Et même si cette femme détestable voulait d'un consort, Risen ne tenait pas du tout à remplir ce rôle. Il n'était pas non plus le père de Brisa. En fait, il était même plus jeune qu'elle. Le consort actuel de la maison avait de toute évidence intérêt à ce que matrone Malice reste en bonne santé. Je trouve ton inquiétude très touchante, déclara Malice, parfaitement consciente des véritables sentiments de Risen. Elle arracha ses robes de la prise de Brisa et passa par-dessus la rambarde en la réarrangeant pendant sa descente majestueuse. Brisa secoua la tête d'un air hautain et fit signe au consort de la suivre à l'intérieur de la maison. Elle trouvait peu raisonnable d'exposer trop de membres de la famille à des regards étrangers, hostiles. Souhaitez-vous une escorte demanda Zach tandis que Malice s'asseyait sur le disque. Je suis certaine qu'il y en aura une dès que nous aurons quitté les limites du domaine, répondit-elle. Matrone Benray ne permettrait sûrement pas que je sois exposé au moindre danger alors que je suis sous la responsabilité de sa maison. D'accord. Mais voulez-vous en plus une escorte de la maison d'Overden? Si la chose avait été prévue, on aurait envoyé 2 disques, et non un seul, répondit Malice d'un ton définitif.
Elle commençait à trouver toute cette sollicitude étouffante. Elle était la mère matrone, après tout, la plus puissante, la plus âgée, la plus avisée, et elle n'appréciait guère que d'autres se croient autorisés à voir plus loin qu'elle. Elle s'adressa au disque. Fais donc ce pourquoi on t'a envoyé, qu'on en finisse. Zach faillit ricaner en entendant cette expression à double tranchant. Matrone Malice d'Oyurden, annonça une voix magiquement sortie du disque. Matrone Benray vous présente ses salutations. Une trop longue période s'est écoulée depuis la dernière fois où vous avez eu un entretien toutes les deux. Jamais, signa silencieusement Malice à Zach. À voix haute, elle dit. Amène-moi à la maison Benray. Alors, je n'ai pas envie de perdre davantage mon temps à bavarder avec une voix magique. Matrone Benray avait apparemment prévu l'impatience de Malice, car sans ajouter un mot, le disque ressortit en flottant du domaine d'Oyurden. Zach fit signe aux soldats de se mettre tout de suite en mouvement. Malice ne voulait pas d'escorte officielle de sa maison, mais le réseau d'espionnage de Hurden suivra en secret tous les mouvements du siège envoyé par Matrone Benray, jusqu'aux portes même du grandiose domaine de la maison dirigeante. Malice avait eu raison de s'attendre à une escorte. Dès que le disque eut quitté le chemin qui menait au domaine d'Ourden, 20 soldats de la maison Benray, toutes des femmes, sortirent de leur cachette des deux côtés du boulevard et formèrent un losange défensif centré sur la mère matrone invitée. Les 4 soldats situés au coin de la formation portaient des robes noires avec dans le dos un grand blason représentant une araignée rouge et mauve. Des robes de haute prêtresse. Les propres filles de Benray, se dit Malice, car seules les filles nobles pouvaient aspirer à un tel rang. La première mère matrone n'avait rien négligé pour assurer la sécurité de son invité au cours du trajet. Les esclaves et les drôles du commun se bousculaient frénétiquement pour s'écarter le plus possible du cortège qui avançait par les rues tortueuses en direction de la plantation de Talophyte. La maison Benray était la seule dont les soldats arboraient ostensiblement leur emblème, et personne ne voulait s'attirer la colère de sa mère matrone. Malice leva les yeux au ciel et espéra, incrédule, atteindre avant sa mort un pouvoir aussi écrasant. Elle retrouva une expression d'incrédulité quelques minutes plus tard, quand le groupe s'approcha de la maison dirigeante. Le domaine Benray comportait 20 grandes stalagmites majestueuses, toutes reliées entre elles par les arches gracieusement incurvées de ponts et de passerelles. Des feux magiques et des lueurs féeriques sourdaient d'un bon milieu de sculptures isolées, et une centaine de gardes à la tenue flamboyante circulaient en formation impeccable. Les 30 stalactites plus petites, images inversées des stalagmites, étaient encore plus remarquables. Elles pendaient du plafond de la caverne, leur base perdue dans la noirceur en altitude. Certaines touchaient du bout l'extrémité d'une stalagmite, tandis que d'autres paraissaient suspendues comme autant de pointes en attente. Des balcons avaient été construits autour de chacune d'elles. Ils les encerclaient selon une spirale en pas de vis, et luisaient d'une magie débordante et de toutes leurs décorations mises en valeur. La barrière qui reliait la base des stalagmites extérieures était, elle aussi magique, et limitait l'ensemble du domaine. Elle représentait une toile d'araignée géante qui émettait une lueur argent sur le fond bleu de la clôture extérieure du domaine. On murmurait qu'il s'agissait d'un don de Lot elle-même, formé des fils solides comme le fer, aussi épais que le bras d'un elfe noir. Tout ce qui entrait en contact avec cette barrière de Benray, même la lame drôle la mieux aiguisée, y restait tout simplement collé, jusqu'à ce que la mère matrone donne l'ordre magique de le libérer. Malice et son escorte s'approchèrent d'un endroit situé entre les deux plus grandes tours extérieures, où la clôture présentait une symétrie circulaire. Le portail
s'écarta par un mouvement en spirale, laissant un espace assez large en son centre pour que le cortège puisse passer. La mère matrone resta assise sur son disque en tâchant d'avoir l'air blasé. Des centaines de soldats dévorés de curiosité regardèrent la procession avancer jusqu'à la structure centrale de la maison Benray, le grand dôme luisant mauve de la chapelle. Les soldats du commun s'en allèrent, laissant aux seules hautes prêtresses le soin d'escorter matrone Malice à l'intérieur. Le spectacle de l'autre côté de l'immense porte ne risquait pas de la décevoir. Un hôtel central dominait tout l'endroit et une rangée de bancs formait autour une spirale qui se déroulait plusieurs dizaines de fois avant d'atteindre l'extrémité de la salle. 2000 drôles pouvaient s'y asseoir très à l'aise. Il y avait partout d'innombrables statues et idoles, luisant d'une calme lumière noire. Dans l'air, au-dessus de l'autel, planait une gigantesque image lumineuse, une illusion rouge et noire qui passait graduellement, sans arrêt, de l'image d'une araignée à celle d'une belle femme drôle. Une œuvre, une œuvre de Gronf, mon sorcier en chef, expliqua matrone Benray depuis son perchoir situé sur l'autel. Devinant que matrone Malice, comme tout individu entrant pour la première fois dans la chapelle Benray, devait être époustouflé par cette vision. Même les sorciers ont un rôle à tenir. Tant qu'ils n'oublient pas leur place, répondit Malice en descendant du disque qui s'était arrêté. Certes, les mâles se révèlent parfois si présomptueux, notamment les mages. Pourtant, ces temps-ci, il m'arrive de plus en plus souvent de regretter la présence de Gronf. Il a été nommé archimage de Menzoberranzan. Vous savez, et on dirait qu'il se retrouve constamment à travailler sur Narbondel ou autre chose. Malice se contenta d'acquiescer en silence. Évidemment qu'elle savait que le fils de Benray était le premier mage de la cité. Tout le monde le savait. Tout le monde savait aussi que la fille de Benray, Riel, était maîtresse matrone de l'académie. Une position qui, à Menzoberranzan, ne le cédait qu'à celle de mère matrone d'une famille. Malice se doutait que tôt ou tard, matrone Benray s'arrangerait pour glisser ce fait dans la conversation. Avant même qu'elle ait pu faire un pas en direction de l'escalier qui mène à l'hôtel, sa toute nouvelle escorte sortit de l'ombre. Malice ne réprima pas son expression de mécontentement à la vue de cet être. Une créature connue sous le nom d'Illithide, ou flagelleur mental. Il se dressait du haut de ses 2 mètres, bien 50 centimètres de plus que Malice. C'était surtout l'énorme tête de cet être qui le grandissait, luisante de mucus. Elle faisait penser à une pieuvre pourvue d'yeux sans pupille, d'un blanc laiteux. Malice se contraignit à reprendre au plus vite son assurance. On connaissait les flagellants mentaux à Menzoberranzan. Certains disaient que l'un d'eux était ami de Maître Benray. Mais ces créatures magiques, plus intelligentes et plus perverses que les drôles eux-mêmes, provoquaient presque toujours des frissons de dégoût. Vous pouvez l'appeler Méthyle, expliqua matrone Benray. Je n'arrive pas à prononcer correctement son vrai nom. Nous sommes des ennemis. Sans laisser le temps à matrone Malice de réagir, Benray reprit. Oh, c'est vrai. Méthyle me donne l'avantage dans notre entretien. Et vous n'avez pas l'habitude des illitides. Et devant une malice bouche bée d'incrédulité, matrone Benray fit signe à l'être de se retirer. Vous avez lu dans mes pensées protesta la matrone de la maison d'Ourden. Il y avait peu d'elfes noirs capables de traverser les barrières mentales d'une haute prêtresse jusqu'à lire dans ses pensées, et cette manœuvre était considérée comme un crime de la plus haute gravité dans la société Drow. Mais non s'expliqua matrone Benray, tout de suite sur la défensive. Je vous demande pardon, matrone Malice. Méthyle lit les pensées, mais celles d'une autre prêtresse, aussi naturellement que nous entendons prononcer des paroles, et il les communique par télépathie.
Je ne me suis même pas rendu compte que vous ne vous étiez pas exprimé à voix haute, je vous assure. Malice attendit que l'être ait quitté le grand hall, puis s'avança vers les marches qui menaient à l'hôtel. Elle faisait de son mieux, mais, mais ne pouvait s'empêcher malgré tout de jeter de temps en temps un coup d'œil à cette image d'araignée araignée. Comment se porte la maison de Hurden demanda Benray avec une politesse feinte. Aussi bien que possible, répondit Malice, qui avait davantage envie à cet instant de jauger son interlocutrice que de faire la conversation. Elles étaient seules toutes deux au sommet de l'autel, mais il y avait sans nul doute une bonne dizaine de prêtresses en train d'errer dans l'ombre de cette immense pièce et d'épier la rencontre. Malice s'appliquait de toutes ses forces à dissimuler le dégoût qu'elle éprouvait à l'égard de Matrone Benray. Elle-même était âgée, elle avait presque 500 ans, mais on pouvait qualifier Matrone Benray d'antique. Ses yeux avaient vu la naissance et la mort d'un millénaire, disait-on. Bien que les drôles dépassent rarement 7 siècles et n'atteignent jamais la fin du 8e, les elfes noirs en principe ne faisaient pas leur âge. Mais Alice était aussi vibrante de beauté à présent qu'à son 100e anniversaire. Mais Matrone Benray semblait pétrie, usée. Les rides autour de sa bouche évoquaient une toile d'araignée, et elle parvenait à peine à garder ouvertes ses lourdes paupières. Elle devrait être morte, remarqua par elle Malice, mais elle vit toujours. Matrone Benray, qui paraissait avoir scandaleusement dépassé le temps qui lui était alloué, attendait néanmoins un enfant, dont le terme ne devrait pas être plus lointain que quelques dizaines. En cela, également, cette mère matrone allait à l'encontre des normes chez les Drow. Elle avait engendré 20 fois, 2 fois plus que toutes les autres à Menzoberranzan, et 15 de ses enfants avaient été du sexe féminin, toutes de hautes prêtresses. 10 des enfants de Benray étaient plus vieux que Malice. Combien de soldats avez-vous sous vos ordres en ce moment demanda Matrone Benray en se penchant vers Malice pour bien marquer son intérêt. 300. Oh dit d'un ton pensif la vieille droridée en portant un doigt à ses lèvres. Je m'étais laissé dire que c'était 350. Malice ne put s'empêcher de faire la grimace. Benray se moquait d'elle. Elle faisait référence aux soldats de la maison de Vire que la maison de Hurden avait acquis lors de son raid. 300, répéta-t-elle. Bien sûr, conclut Benray en reprenant sa position d'origine. Et il faut en compter 1 millier pour la maison Benray demanda la matrone de Hurden uniquement pour donner la réplique. Depuis des années, en effet. Malice se demanda de nouveau combien ce vieil être décrépit pouvait encore respirer. Plus d'une de ses filles, sûrement, devait aspirer à la position de mère matrone. Pourquoi n'avait-elle pas monté une conspiration pour en finir avec matrone Benray? Ou pourquoi aucune d'elles, certaines parvenant à la fin de leur existence, n'était-elle partie fonder sa propre maison, comme le voulait la coutume pour les filles nobles une fois passé leur 5e siècle? Tant qu'elles restaient sous la férule de la matrone, leurs enfants n'avaient même pas le rang de nobles. On les considérait comme des drôles du commun. Avez-vous entendu parler du sort de la maison de Vire demanda carrément matrone Benray, aussi lasse que son interlocutrice de tourner autour du pot. De quelle maison répliqua finalement Malice. Il n'existait plus à ce moment d'entité dénommée de Vire. Aux yeux des drôles, la maison n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. Matrone Benray gloussa. Bien sûr, approuva-t-elle. Vous êtes mère matrone de la 9e maison désormais, un grand honneur. Pas aussi grand que d'être mère matrone de la 8e maison, répondit Malice en hochant la tête. Certes, mais vous n'avez plus qu'un rang à gagner pour accéder au conseil régnant. Cela serait certainement un immense honneur, répondit Malice. Elle se rendait compte que Benray ne l'avait pas fait venir uniquement pour se moquer d'elle, mais pour la féliciter également, et qu'elle cherchait à mesurer son ambition. Malice s'illumina à cette idée,
Benray jouissait d'une grande faveur auprès de la reine araignée. Si l'ascension de la maison d'Urden lui agréait, il devait être en être de même pour Lot. Pas si considérable que vous pensez, annonça Benray. Nous formons un groupe de vieilles fouineuses qui se réunissent de temps en temps pour trouver de nouveaux moyens de nous mêler de ceux qui ne nous regardent pas. La cité reconnaît votre autorité. Elle n'a guère le choix, déclara Benray en riant. Mais les affaires drôles sont mieux gérées par les mères matrones des différentes maisons. Lot n'apprécierait pas un conseil régnant qui se mêlerait d'exercer une autorité rappelant même de loin un pouvoir absolu. Ne croyez-vous pas que la maison Benray aurait depuis longtemps conquis l'ensemble de Menzoberranzan si tel était le bon vouloir de la reine araignée? Malice se redressa orgueilleusement sur son siège, indignée de ces paroles arrogantes. Pas de nos jours, bien sûr, s'expliqua Matron Benray. La cité a trop grandi pour qu'on puisse envisager à présent une telle conquête. Mais il y a bien longtemps, avant même votre naissance, cela n'aurait pas été du tout au-dessus des forces de la maison. Tel n'est pas notre dessein. Lot aime la diversité. Cela lui convient que les maisons s'équilibrent les unes les autres, prêtes à combattre côte à côte l'ennemi si besoin est. Elle se tut un instant et un sourire apparut sur ses lèvres ridées, et prête à abattre tous ceux qui perdent sa faveur. Encore une référence directe à la maison de Vire, remarqua Malice, et cette fois explicitement liée au plaisir de la reine araignée. La visiteuse ne se sentait plus irritée. Elle adopta une posture plus détendue et apprécia pleinement le reste de sa discussion de plus de 2 heures avec Matron Benray. Toutefois, de nouveau perché sur le disque qui traversait en flottant le domaine Benray, puis passé devant les plus grandes et puis plus puissantes maisons de Benzoberranzan, Malice ne souriait plus. Face à un tel étalage de pouvoir, elle ne pouvait ignorer que le but de Matron Benray en la convoquant avait été double. La féliciter en privé et à mots couverts pour son coup parfaitement exécuté, et lui rappeler sans équivoque de ne pas se montrer trop ambitieuse. Je fais une pause d'1 minute et je reviens. Et me revoilà, prêt à attaquer le chapitre 5, Sevrage. Pendant 5 longues années, Vierna consacra presque tout son temps à s'occuper du petit Drizzt. Chez les Draux, on n'élevait pas tant les plus jeunes qu'on les endoctrinait. L'enfant devait apprendre les bases du langage et de la maîtrise de son corps. Comme tous les petits êtres des espèces intelligentes,
Mais un elfe noir devait également intégrer de gré ou de force les préceptes qui permettaient à cette société chaotique de fonctionner. Vierna, pendant des heures interminables, martelait à Drizzt, enfant mâle, qu'il était inférieur de par son sexe à toutes les femmes. Comme presque toute cette partie de la vie de l'enfant se passait dans la chapelle familiale, il ne rencontrait pas d'autres mâles, sauf pendant les cérémonies religieuses. Et même à ces moments où toute la famille se réunissait, Drizzt restait silencieux à côté de Vierna, le regard dûment rivé au sol. Quand il fut assez grand pour pouvoir exécuter des ordres, la charge de travail de Vierna en diminua d'autant. Mais elle passait toujours beaucoup de temps à donner des leçons à son petit frère, notamment à lui apprendre les expressions, les gestes et les mouvements de tout le corps qui constituaient le code gestuel Drow. Souvent, aussi elle attribuait simplement à Drizzt la tâche sans fin consistant à nettoyer la chapelle en dôme. La pièce représentait en volume à peine un cinquième du grand hall de la maison Benray, mais elle pouvait contenir tous les drôles de la maison de Hurden et 100 autres y auraient tenu à l'aise. La responsabilité du sevrage n'était pas si désagréable à présent, se disait Vierna, mais elle n'en aurait pas moins préféré pouvoir se consacrer davantage à ses études. Si Matrone Malice avait désigné Maya pour s'occuper de cet enfant, Vierna aurait peut-être déjà acquis le rang de haute prêtresse. Il lui restait encore 5 ans à passer avec Drizzt. Peut-être même Maya deviendrait-elle haute prêtresse avant elle. Vierna écarta cette possibilité. Elle ne pouvait guère se permettre de se mettre martel en tête pour ce genre de choses. Plus que quelques petites années avant que son rôle de responsable du sevrage s'achève. Aux alentours de son 10e anniversaire, Drizzt prendrait la place du prince page de la famille et servirait tous les membres. Si Matrone Malice trouvait que son travail avait donné des résultats satisfaisants, Vierna aurait certainement sa récompense. Va au sommet du mur, ordonna-t-elle à Drizzt. Occupe-toi de cette statue. Elle désigna la sculpture représentant un nu de femme drôle situé à environ une demi-douzaine du mètre de sol. Le jeune Drizzt y porta un regard perplexe. Il était impossible de grimper jusqu'à la sculpture et de la nettoyer en se tenant à la paroi. Mais l'enfant connaissait le dur prix à payer pour la désobéissance, et même pour l'hésitation. Aussi tendit-il la main vers le haut, à la recherche de sa première prise. Comme ça, le gronda Vierna. Comment alors osa demander Drizzt, car il n'avait aucune idée de ce que voulait dire sa sœur. Force-toi de t'élever jusqu'à la gargouille, expliqua Vierna. Le petit visage de Drizzt eut une grimace d'incompréhension. Tu es un noble de la maison d'Oerden, lui cria-t-elle. Ou du moins obtiendras-tu un jour ce titre. Tu as dans ta bourse collier l'emblème de la maison, un élément porteur d'une puissante magie. Vierna n'était pas certaine, en fait, que Drizzt soit prêt à accomplir cette tâche. La lévitation constituait une importante manifestation des pouvoirs magiques innés des Drow, plus délicate à maîtriser qu'entourer un objet de lueur féerique ou d'invoquer une sphère des ténèbres. L'emblème d'Ourden amplifiait ses pouvoirs Drow, ce qui se manifestait en général à mesure de la croissance de l'individu. Là où la plupart des nobles ne pouvaient rassembler qu'une fois par jour environ l'énergie magique nécessaire à la lévitation, ceux de la maison de Hurden, grâce à cet outil que constituait leur emblème, pouvaient s'y livrer à volonté. Vierna, en principe, n'aurait jamais tenté cela sur un enfant mâle de moins de 10 ans. Mais Drizzt avait fait montre d'un si grand potentiel ces 2 dernières années qu'elle ne voyait pas de mal à lui faire d'ores et déjà tenter cette action. Va au pied de la statue et exerce ta volonté pour t'élever, lui précisa-t-elle. Drizzt leva le regard sur cette représentation de femme, puis plaça ses pieds juste en contrebas du visage anguleux, délicatement sculpté. Il avait déjà eu la sensation que cet objet magique devait posséder une forme de pouvoir,
Mais il ne s'agissait pas que d'une impression brute. L'intuition vient d'un enfant. Maintenant qu'il avait un but précis à atteindre et la confirmation de ses idées confuses, il sentait sans conteste l'énergie magique vibrer. Il inspira profondément plusieurs fois pour se concentrer. Il bloqua sa vision des autres éléments de la pièce. Il ne voulait plus voir que la statue, sa destination. Il se sentit devenir de plus en plus léger. Ses talons se soulevèrent et il se retrouva debout sur un orteil sans peser dessus. Drizzt, stupéfait, regarda Vierna par-dessus son épaule avec un grand sourire, puis s'écroula par terre. Pauvre crétin de mal, le gronda Vierna. Et c'est encore 1000 fois s'il le faut. Elle posa la main sur le fouet serpent à sa taille. Si tu échoues. Drizzt détourna le regard en se maudissant. Il s'était abandonné à l'exultation du moment et avait fait échouer le sort. Mais il savait maintenant qu'il en était capable et ne craignait pas de se faire battre. Il se concentra de nouveau sur la sculpture, laissa l'énergie magique se rassembler dans son corps. Vierna, elle aussi savait que Drizzt réussirait. Il avait l'esprit vif, une intelligence aiguë telle qu'elle en avait rarement se rencontrer, y compris chez les autres femmes de la maison de Hurden. Et il était obstiné. Drizzt ne laisserait pas la magie lui résister. Elle savait que si nécessaire, il resterait planté sous la statue jusqu'à tomber d'inanition. Elle l'observa passer par toute une série de petits succès et d'échecs. À un moment, il tomba d'une hauteur de près de 3 mètres. Vierna se crispa, craignant qu'il se soit blessé sérieusement. Mais il ne cria même pas, et, blessé ou non, se remit en position et entreprit de nouveau de se concentrer. Il est bien jeune pour ça, commenta une voix derrière elle. Elle se retourna sur son siège et vit Brisa debout juste derrière elle, l'air comme toujours, mécontente. Peut-être, répondit-elle, mais je ne le saurais pas tant que je ne l'aurais pas fait essayer. Surtout, fouette-le s'il échoue, suggéra Brisa en dégainant son cruel instrument à 6 pointes de sa ceinture. Elle accorda à son fouet un regard enamouré, comme un animal de compagnie, et laissa une des têtes de serpent se tortiller tout près de son cou et de son visage. De quoi l'inspirer? Range-le, rétorqua Vierna. C'est à moi d'élever Drizzt, et je n'ai pas besoin de ton aide. Surveille-toi quand tu parles à une autre prêtresse, l'avertit Brisa. Et toutes les têtes de serpent, en réponse à ces mauvaises pensées, se tournèrent d'un air menacé en direction de Vierna. Tout, comme matrone Malice te surveillera si tu te mêles de mes devoirs, répondit cette dernière du tac au tac. Brisa, au nom de matrone Malice, remit son fouet à la ceinture. Tes devoirs, dit-elle en un écho railleur. Tu es trop souple pour cette corvée. Il importe de discipliner les enfants mâles et de leur apprendre leur place. Mais les menaces de Vierna n'étaient pas à prendre à la légère. La sœur tourna les talons et sortit. Vierna laissa Brisa avoir le dernier mot. Elle reporta son attention sur Drizzt, qui essayait toujours de s'élever jusqu'à la statue. Ça suffit, ordonna-t-elle, car elle voyait que le petit drôle se fatiguait. À présent, il arrivait tout juste à peine à faire décoller ses pieds du sol. Je peux le faire, lui répliqua sèchement Drizzt. Vierna appréciait la détermination dont il faisait preuve, mais pas le ton de sa réponse. Peut-être Brisa n'avait-elle pas complètement tort. Elle délogea d'un coup le fouet serpent de sa ceinture. De quoi l'inspirer, oui. Cela pourrait le mener loin. Le lendemain, assise dans la chapelle, elle regardait Drizzt en plein travail de nettoyage du nu en hauteur. Dès le premier essai, l'enfant s'était élevé de 6 mètres par lévitation. Mais Vierna ne pouvait s'empêcher d'être déçue que Drizzt n'ait pas cherché à croiser son regard et à lui sourire après cette belle réussite.
Elle le voyait, planant dans l'air, ses mains si rapides avec leurs brosses qu'elle en paraissait floue, et elle voyait surtout les cicatrices sur le dos nu de son frère, le résultat de leur entretien de motivation. Les lignes laissées par le fouet apparaissaient clairement dans le spectre infrarouge, là où les couches isolantes de la peau avaient été arrachées. Vierna comprenait bien les avantages qu'il y avait à battre un enfant, surtout un mâle. Peu de mâles osaient menacer une femme, surtout sur l'ordre d'une autre femme. Mais que perdons-nous se demanda-t-elle à haute voix. Quelqu'un comme Drist, que ne pourrait-il devenir? En s'entendant prononcer tout haut ces paroles, Vierna chassa rapidement de son esprit la pensée blasphématoire. Elle avait pour ambition de devenir haute prêtresse de la reine araignée, Lot l'impitoyable. De telles idées ne s'accordaient pas avec les préceptes de ce rang. Elle jeta un regard furieux à son petit frère, transférant sur un autre sentiment excusez-moi, transférant sur un autre son sentiment de culpabilité, et sortit de nouveau son instrument punitif. Et il lui faudra encore fouetter Drizzt ce jour-là, à cause des pensées sacrilèges qu'il lui avait inspirées. Et cela se poursuivit encore 5 ans. Drizzt apprit les bases de la vie en société Drow tout en nettoyant sans trêve la chapelle de la maison de Hurden. À part la suprématie du sexe féminin, leçons toujours ponctuées des coups du fouet serpent, les leçons les plus fréquentes concernaient les elfes de surface, ceux du peuple des fées. Les domaines maléfiques trouvent souvent une cohésion grâce à la haine qu'ils cultivent envers des ennemis désignés, et, dans l'histoire du monde, aucun peuple n'a autant excellé dans cette fabrication que les Drow. Depuis le premier jour où ils commençaient à comprendre le langage, on apprenait aux elfes noirs que tout ce qui n'allait pas dans leur vie pouvait être imputé aux elfes de la surface. Chaque fois que les crochets du fouet de Vierna labouraient le dos de Drizzt, il hurlait une malédiction mortelle contre le peuple des fées. La haine, conditionnée depuis l'enfance, ne constitue pas une émotion rationnelle. Fin du chapitre. Je refais une petite pause. Nous allons attaquer la deuxième partie du livre Terre natale, qui s'intitule Le maître d'armes. Heures et jours vides. Je me rends compte qu'il me reste peu de souvenirs de cette première période de ma vie. Et 16 années consacrées à un labeur de servitude. Les minutes se transformaient en heures, les heures en jours, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble m'apparaisse comme un long moment stérile. Plusieurs fois, je réussis à sortir en cachette sur le balcon de la maison de Hurden et à contempler les lumières magiques de Menzoberranzan. À chacune, à chacune de ces expéditions secrètes, je me laissais hypnotiser par la chaleur visible de Narbondel, le pilier horloge, qui croissait puis décroissait.
En repensant à cela, à ces longues heures passées, l'œil rivé sur la lueur d'un feu de sorcier qui accomplissait lentement son chemin vertical le long d'un pilier, je suis frappé par le vide de ces premiers jours. Je me rappelle très bien comme j'étais excité, délicieusement excité, chaque fois que je sortais de la demeure et me mettais à mon poste d'observation. Quelque chose de si simple, de si stimulant, pourtant comparé au reste de mon existence. Chaque fois que j'entends claquer un fouet, un autre souvenir, plutôt une sensation en fait, m'envoie un frisson dans l'échine. Le choc soudain, suivi de l'engourdissement que produisaient ces armes à tête de serpent, ne s'oublie pas. Elles mordent sous la peau et envoient dans tout le corps des ondes d'énergie magique, qui font se contracter, s'étirer les muscles au-delà de leurs limites. Et pourtant, j'ai eu plus de chance que beaucoup d'autres. Ma sœur Vierna était tout près de la haute prêtrise quand on lui a confié la tâche de m'élever, à une période de sa vie où elle possédait beaucoup plus de dynamisme qu'une telle mission en exigeait. Alors peut-être s'est-il passé plus de choses que ce dont je me souviens aujourd'hui au cours de ces 10 premières années passées sous sa garde. Vierna n'a jamais fait preuve de la méchanceté forcenée de notre mère, ou de celle, surtout, de notre aînée Brisa. Peut-être ai-je aussi passé de bons moments dans la solitude de la chapelle familiale. Il n'est pas impossible que ma grande sœur se soit autorisée à manifester un peu de gentillesse à l'égard de son tout petit frère. Ou peut-être pas. Même si je considère Vierna comme la plus douce des 3 filles d'Ourden, ses paroles dégoûtaient du venin de Lot tout autant que celles de n'importe quelle prêtresse de Manzo-Berenzan. Il paraît improbable qu'elle ait mis en péril ses ambitions de haute prêtrise pour le bien d'un enfant, un mâle qui plus est. Y a-t-il eu des instants de joie au cours de ces années, enfouis ensuite sous les assauts incessants de la perversité qui prévaut à Manzo-Berenzan? Cette première période de ma vie a-t-elle été au contraire encore plus pénible que les années qui ont suivi, si pénible que mon esprit préfère en enfouir les souvenirs? Je ne puis trancher. Malgré tous mes efforts, je ne me rappelle rien. Je vois mieux les 6 années qui ont suivi. Mais le souvenir le plus vif des jours que j'ai passés comme serviteur à la cour de Matrone Malice, à part ces voyages clandestins en dehors de la demeure, reste l'image de mes propres pieds. Un prince page ne doit jamais lever les yeux. Drizzt Do'Urden. Demain. Chapitre 6. Demain. Drizzt obéit sur le champ à l'appel de sa mère et vint près d'elle, sans attendre que le fouet que Brisa aimait employer pour le faire avancer plus vite. Combien de fois n'avait-il pas senti la morsure de cette arme terrifiante? Pourtant, il n'avait aucun projet de vengeance à l'encontre de sa méchante grande sœur. Avec le conditionnement constant qu'il avait reçu, il craignait bien trop les conséquences d'un geste violent contre elle, ou n'importe quelle femme, pour pouvoir seulement l'envisager. Sais-tu en quoi ce jour est particulier? Lui demanda Malice quand il fut arrivé près de son grand trône dans l'antichambre sombre de la chapelle. Non, mère matrone, répondit Bériste, les yeux dûment baissés sur ses orteils. Un soupir résigné monta dans sa gorge au spectacle éternel de ses propres pieds. N'y a-t-il rien d'autre dans la vie que la pierre nue et 10 orteils frétillants, se dit-il. Il en sortit un de sa botte basse et entreprit de gribouiller avec sur le sol des pierres. La chaleur corporelle laissait des traces imperceptibles à l'infravision. Et Drizzt était assez vif et assez habile pour réaliser des figures simples avant que les premières marques refroidissent. 16 ans, lui déclara matrone Malice. Cela fait 16 ans que tu respires l'air de Menzoberranzan. Une période importante de ta vie s'achève. Drizzt n'eut aucune réaction. Il ne voyait pas l'intérêt ni même le sens de ses paroles. Sa vie constituait en une routine éternelle et immuable. Un jour 16 ans, quelle différence!
Si sa mère trouvait important ce qu'il avait vécu de ses tout premiers souvenirs à ce jour, il frémissait à l'idée de ce que lui réservaient les décennies à venir. Il avait presque terminé son dessin d'une draw aux épaules rondes, Brisa, qui se faisait mordre la fesse par une énorme vipère. Regarde-moi, ordonna matrone Malice. Drizzt se sentit perdu. Autrefois, il avait une tendance naturelle à regarder en face la personne avec qui il parlait, mais Brisa n'avait pas tardé à chasser cet instinct à coups de fouet. Le sort d'un prince page était la servitude, et les seuls regards que l'on estimait dignes de croiser étaient ceux de créatures qui grouillaient sur le sol de pierre, à l'exception, bien sûr, des araignées. Il avait pour instruction de détourner la tête chaque fois qu'un de ces êtres à 8 pattes rampait dans son champ de vision. Les araignées valaient tellement plus qu'un prince page. Regarde-moi, répéta Malice, avec cette fois dans le ton une pointe de son impatience si prompte à se manifester. Drizzt avait déjà été témoin de ces explosions d'une rage si incroyablement cruelle qu'elle balayait tout et tous sur son passage. Même Brisa, si orgueilleuse et si mauvaise, allait vite se cacher devant la colère de la mère matrone. Le jeune Ro força son regard à s'élever peu à peu. Il parcourut les robes noires de sa mère en se servant pour évaluer son angle de vision du motif en forme d'araignée bien connu qui en occupait le dos et les côtés. À tout instant, il s'attendait sincèrement à un coup sur la tête ou un cinglement dans le dos. Brisa se tenait derrière lui, comme toujours, le fouet serpent tout près de sa main. Et puis il la vit, la puissante matrone Malice d'Ourden, les yeux rouges sensibles à la température et le visage frais, non envahi de la chaleur de la colère. Drizzt était toujours tendu. Il s'attendait encore à être puni de son audace. Ta période de prince-page prend fin, expliqua Malice. Tu es désormais le second fils de la maison d'Urden, et as droit à tous les... Sans s'en rendre compte, Drizzt laissa son regard se reporter sur le sol. Regarde-moi hurla sa mère, prise d'une fureur subite. Terrifié, Drizzt releva d'un coup les yeux sur le visage maintenant rouge, embrasé de la matrone. À la limite de son champ de vision, il aperçut la chaleur mobile de la main de Malice qui venait vers lui. Il n'était pas idiot au point de vouloir esquiver le coup. Puis il se retrouva par terre, tout le côté du visage douloureux. Mais même au cours de sa chute, il avait eu l'intelligence et la volonté nécessaires pour garder son regard rivé à celui de matrone Malice. Tu n'es plus un serviteur, rugit-elle. Continue à agir comme tel, apporterait le déshonneur et la honte sur notre famille. Relève-toi. Puis elle agrippa brutalement Drizzt par le cou. Si tu déshonores la maison de Hurden, lui promit-elle, son visage collé à celui de Drizzt, le regard rivé sur lui. J'enfoncerai des aiguilles dans tes yeux violets. Drizzt ne les cligna même pas, ses yeux. Au cours des 6 années passées, depuis que Vierna avait cessé de s'occuper de lui et qu'il servait de domestique à toute la famille, il avait eu le temps de connaître suffisamment matrone Malice pour saisir les connotations les plus subtiles de ses menaces. Elle était sa mère, pour ce que cela pouvait valoir. Mais il ne doutait pas un instant qu'elle se réjouirait de lui crever les yeux. Celui-ci est différent, déclara Vierna, et pas seulement par la couleur de ses iris. En quoi, alors demanda Zack Snaffey en essayant de manifester uniquement un intérêt professionnel. Il avait toujours mieux aimé Vierna que les autres, mais elle venait d'être ordonnée haute prêtresse et faisait depuis montre d'une ambition trop évidente pour son propre bien. Vierna ralentit le pas. La porte de l'antichambre de la chapelle était en vue. Difficile à dire, reconnut-elle. Drizzt est plus intelligent que tous les enfants mâles que j'ai jamais vus. Il savait entrer en lévitation à 5 ans. Et pourtant, une fois devenu prince-page, il a fallu des dizaines de coups de fouet pour lui apprendre à garder les yeux baissés,
comme si quelque chose d'aussi simple était anormalement contre nature. Zaknafeil s'arrêta un instant et laissa Vierna continuer à avancer devant lui. Anormalement chuchota-t-il en réfléchissant aux implications des remarques qu'il venait d'entendre. Pour un drôle peut-être, mais exactement ce que Zaknafeil aurait attendu, espéré, d'un enfant issu de sa semence. Il entra à la suite de Vierna dans l'antichambre obscure. Malice, comme toujours, se tenait sur son trône à la tête de l'idole en forme d'araignée. Mais tous les autres sièges avaient été poussés contre le mur. Il s'agissait donc d'une réunion officielle, comprit Zach. Seule la mère matrone jouirait du privilège d'être assise. Matrone Malice, annonça Vierna de sa voix la plus respectueuse, j'amène Zaknafeil en votre présence comme vous l'avez demandé. Zach se mit à côté de Vierna. Malice et lui échangèrent des hochements de tête en guise de salutation. Mais l'attention du maître d'armes se portait plutôt sur le membre le plus jeune de la maison d'Ourden, torse nu à côté de la mère matrone. Malice leva la main pour ramener le silence, puis fit signe à Brisa de continuer. La fille aînée tenait un piwafi de la maison. Une expression de jubilation illumina le visage enfantin de Dritz quand Brisa plaça sur ses épaules, avec les incantations appropriées, le manteau magique noir décoré des traits violets et rouges. Salutations, Zaknafeil d'Ourden, déclara Dritz d'une voix cordiale, ce qui lui attira des regards éberlués de toute l'assemblée. Matrone Malice ne lui avait pas donné la permission de parler, il ne l'avait même pas sollicité. Je suis Dritz, second fils de la maison de Hurden, et non plus prince page. Je peux vous regarder à présent, et je peux vous dire vos yeux, et plus seulement... Et je veux dire vos yeux et plus seulement vos bottes. C'est Mère qui me l'a dit. Le sourire de Dritz disparut quand il vit la fureur brûlante qui se peignait sur le visage de Matrone Malice. Vierna semble changer en pierre, bouche bée, ses yeux écarquillés, exprimant l'incrédulité. Zach, lui aussi, était abasourdi, mais d'une autre manière. Il posa la main sur sa bouche pour garder les lèvres bien serrées, les empêcher de s'étirer en un sourire qui aurait inévitablement dégénéré en fou rire. Zach ne se rappelait pas avoir jamais vu le visage de la mère matrone aussi étincelant. Brisa se tenait comme de coutume derrière Malice, tripotant son fouet, l'éclat de son jeune frère la remplissant de perplexité. Elle n'avait aucune idée, par les neuf enfers, de ce qu'elle devait faire. Et cela, c'était une première. Zach savait bien que l'aîné de Malice n'hésitait que rarement quand il s'agissait de punir. Toujours à côté de la matrone, mais ayant prudemment fait un pas de côté, Dritz était maintenant silencieux et parfaitement immobile. Il se mordait la lèvre. Toutefois, Zach pouvait toujours déceler un sourire dans le regard du jeune Drow. La spontanéité de Dritz, son manque de respect envers le rang, n'était pas uniquement le fruit de paroles étourdiment lâchées dans l'innocence et de l'inexpérience. Le maître d'armes fit un grand pas en avant pour détourner de Dritz l'attention de la mère matrone. Second fils demanda-t-il, l'air impressionné. Il voulait à la fois ménager la fierté évidente de Dritz et désarmer la fureur de Malice. Il est temps alors de te mettre à l'entraînement. Malice laissa passer sa colère, ce qui lui arrivait rarement. Tu ne lui apprendras que les bases, Zaknafein. Si on veut que Dritz remplace Nalfein, sa place est à l'académie, à Sorcerre. Donc le plus gros de sa préparation sera confié à Risen et à son savoir, certes limité, des arts de la magie. Êtes-vous absolument certaine qu'on doive le destiner à la magie, matrone? Il a l'air intelligent, répondit Malice. Elle jeta un regard coléreux à Dritz. Enfin, parfois. Vierna m'a dit qu'il était doué pour maîtriser ses pouvoirs innés. Notre maison a besoin d'un nouveau sorcier. Malice poussa un grognement inconscient, parce qu'elle venait de se rappeler
la fierté qu'avait manifestée Matrone Benray à propos de son fils, l'archimage de la cité. Cette rencontre de Malice avec la première mère matrone de Menzoberranzan datait de 16 ans, mais elle n'en avait pour sa part oublié aucun détail, même le plus insignifiant. Sorcière, paraît l'orientation logique, ajouta-t-elle. Zach sort une pièce de sa bourse collier, la fit tournoyer en l'air et la saisit vivement. Pouvons-nous vérifier demanda-t-il. Si tu veux, accepta Malice, peu étonné de voir son maître d'armes chercher à lui donner tort. Il n'avait guère d'estime en effet pour la sorcellerie et préférait la poignée d'une arme blanche à la lueur cristalline d'un éclair magique. Zach se planta devant Drizzt et lui tendit la pièce. Fais-la tournoyer. Drizzt haussa les épaules. Il se demanda à quoi rimait cette vague conversation entre sa mère et le maître d'armes. Jusqu'à présent, il n'avait jamais entendu parler d'une profession future à laquelle on le destinerait, ni de cet endroit appelé sorcière. C'est donc avec un signe d'approbation indifférente qu'il posa la pièce sur son index replié, la projeta avec son pouce avant de la rattraper sans y penser. Il la rendit à Zach avec un regard perplexe, comme pour lui demander en quoi cette action élémentaire pouvait présenter de l'importance. Mais au lieu de reprendre la pièce, le maître d'armes en sortit une autre de sa bourse collier. « Essaie avec les 2 mains, dit-il à Drizzt en la lui tendant. Drizzt eut un autre haussement d'épaule, et d'un même mouvement fluide fit tournoyer les 2 pièces et les rattrapa. Zach jeta un coup d'œil à Matrone Malice. Tous les drôles savaient faire cela, mais l'aisance du mouvement chez Drizzt était un vrai plaisir à voir. En regardant toujours la matrone du coin d'un œil malicieux, le maître d'armes sortit 2 autres pièces. Mets-en 2 sur chaque main et envoie les 4 en l'air, ensemble, ordonna-t-il. 4 pièces s'élevèrent en tournoyant et 4 furent saisies ensemble. Drizzt n'avait bougé que les bras pour mener à bien la tâche. Demain, déclara Zach à Malice. Celui-ci est un combattant. Sa place est à Mélémactère. J'ai déjà vu des sorciers faire la même chose, rétorqua Malice, qui n'appréciait guère l'expression de satisfaction qu'affichait son turbulent maître d'armes. Zach, à un moment, avait été le consort officiel de Malice, et depuis cette époque lointaine, elle ne se privait pas de le prendre pour amant. Ses dons et son habileté ne se limitaient pas au maniement des armes. Mais, en même temps que les plaisirs sensuels qu'il lui apportait, et dont le souvenir avait empêché la mère matrone de le mettre à mort en une bonne dizaine d'occasions, il lui créait bien des soucis. Il était le meilleur maître d'armes de Menzoberranzan, et Malice ne pouvait pas non plus considérer ce fait comme négligeable. Mais le dédain, voire le mépris de ce mâle à l'égard de la reine araignée avait souvent attiré des ennuis à la maison d'O'Urden. Zach tendit 2 nouvelles pièces à Drizzt, que ce jeu commençait à amuser. Il les lança. 6 s'élevèrent, et 6 furent rattrapés, chacune par la main qui l'avait projetée. Demain, annonça Zach avec davantage d'emphase. Matrone Malice lui fit signe de continuer. Elle ne pouvait nier l'élégance de la démonstration de son plus jeune fils. Peux-tu le refaire demanda Zach à Drizzt. Le jeune drôle eut vite replacé les 6 pièces sur ses index, prêt à tournoyer. Il avait utilisé ses 2 mains dépendamment l'une de l'autre. Zach lui fit signe d'attendre et sortit 4 autres pièces, qu'il plaça sur les autres, formant ainsi 2 piles de 5 pièces chacune. Il resta un moment immobile pour observer l'expression de concentration de Drizzt, et aussi pour garder ses mains sur les pièces et leur communiquer suffisamment de sa chaleur. Elles devraient être assez brillantes pour qu'on puisse les repérer sans peine une fois en l'air. Attrape-les toutes, second fils, déclara-t-il d'un ton très sérieux. Attrape-les toutes sous peine de te retrouver à Sorcière, l'école de sorcellerie. Ce n'est pas là ta place. Drizzt n'avait qu'une idée des plus vagues de ce dont Zach parlait. Mais l'intensité du maître d'armes lui indiquait que ce devait être important. Il prit une grande inspiration pour se stabiliser, puis fit tournoyer les pièces. Il put très vite les distinguer individuellement.
Les deux premières atterriraient sans problème où il fallait. Mais Drizzt vit les trajectoires des autres se disperser et qu'elles lui donneraient du fil à retordre. Alors, il entra en action, pivotant en un cercle complet, les mains floues dans leurs mouvements rapides. Puis, il se redressa d'un coup et se tint droit devant Zack. Il gardait les poings serrés le long de son corps et affichait une expression morose. Les deux adultes échangèrent un regard. Ni l'un ni l'autre n'était très sûr de ce qu'il s'était passé. Drizzt montra ses poings et les ouvrit lentement, et eut un sourire rassuré. Et un sourire rassuré se dessina peu à peu sur son visage. 5 pièces dans chaque main. Zack émit un sifflement imperceptible. Il lui avait fallu, à lui, le maître d'âme de la maison, une dizaine d'essais avant de réussir cette manœuvre avec 10 pièces. Il revint auprès de Maître Malice. 2 mains, dit-il pour la 3e fois. C'est bien, combattant, et moi, je n'ai plus de pièces. Jusqu'à combien pourrait-il aller demanda Malice dans un souffle impressionné malgré elle. Combien pourrait-on en empiler répliqua Zaknafein avec un sourire triomphant. Matron Malice gloussa sans retenue et secoua la tête. Elle avait pensé que Drizzt remplacerait Nalfheim dans sa tâche de sorcier de la maison, mais son maître d'armes obstiné, comme d'habitude, l'avait fait fléchir. Très bien, Zaknafein, conclut-elle, admettant sa défaite. Le second fils sera un guerrier. Zack hocha la tête et revint près de Drizzt. Et peut-être un jour prochain deviendra-t-il le maître d'armes de la maison de Horden, ajouta alors Malice d'un ton sarcastique. Cette raillerie fit s'arrêter Zack tout net. Il jeta par-dessus son épaule un regard à la mère matrone. Avec celui-ci, poursuivit-elle méchamment, reprenant l'avantage avec son habituel manque de vergogne, peut-on s'attendre à moins? Risen, le consort actuel de Malice, se sentait mal à l'aise, comme tout le monde, même les esclaves de la maison de Horden. Il savait que Drizzt n'était pas son fils. Je dois m'arrêter là. J'aurais aimé continuer jusqu'au prochain chapitre, mais il est un peu trop loin. Je vous souhaite une bonne journée. Normalement, mercredi, je reprends. Et donc, à mercredi.